Honnêtement, je trouve qu'il est tout à fait possible qu'en rejoignant notre structure, on puisse vraiment rentrer par la suite dans des métiers extrêmement sélectifs et qui normalement ne sont pas accessibles. Tu m'as parlé d'étudiants donc, qui étaient dans le fonds d'investissement et qui tous les week-ends se réunissaient pour décider lors d'un comité d'investissement d'investir ou non dans des projets. Pour moi, ça sonne comme des jeunes qui se réunissent et qui jouent en bourse. Ce ne seront jamais les cours qui vont t'apprendre à gérer le stress, gérer des clients. Donc c'est ça que j'ai voulu aussi créer. Je veux que les gens puissent se sentir d'une certaine manière connectés aux autres, que ce soit entre étudiants mais aussi avec les professionnels du secteur. Alors, j'ai axé ma stratégie pour ma présidence en 3 parties: ouvrir, communiquer et accélérer. Bonjour à tous, je suis Louis Messiaen, nouveau président d'Eurovia Capital. Pour me présenter rapidement, avant cela, c'est ma première année en école de commerce et avant cela, j'ai fait 2 années de classe préparatoire à Paris. Bonjour, je m'appelle Arnold Ducasse et je suis étudiant à Neoma Business School et Centrale Supélec dans le cadre d'un double diplôme qui lie les deux. Alors en fait, j'ai commencé d'abord avec une classe préparatoire, le lycée Louis-le-Grand à Paris. Après, donc en pré-master, j'ai réalisé un stage chez la MIF, la Mutuelle d'Ivry, qui est un assureur chez qui j'ai travaillé en tant qu'assistant gérant de portefeuille. Et c'est là où j'ai donc découvert qu'il y avait quelque chose à mener au niveau d'une structure étudiante dans l'investissement. Après quoi, donc, je suis arrivé en master. J'ai voulu m'orienter plutôt vers la finance d'entreprise de façon personnelle, notamment la fusion et acquisition. C'est là notamment où j'ai réalisé mes 2 stages et je me suis dit ça pourrait être bien de rajouter ces 2 activités dans la structure qu'on avait commencé à l'époque, donc sous le nom de Neoma Capital Partners. Et voilà, nous avons rajouté la finance entreprise dans cette structure. Donc je le faisais en parallèle de Neoma où j'étais en CFA Track, où j'ai passé donc le CFA niveau 1. Là, je passe le niveau 2. Et donc là, je rejoins Centrale Supélec parce que dans mon parcours personnel, je pense que ça serait utile de lier la finance à la compréhension réelle des entreprises, notamment les entreprises dans la tech et les industries, de façon à mieux accompagner les clients dans leur mandat de fusion-acquisition. Arnold, est-ce que tu pourrais revenir sur la genèse de la création d'Eurovia Capital ? Oui. Alors, le projet est apparu en septembre 2024, si je me souviens bien. Donc, à l'époque, nous n'étions que 10 personnes à peu près. On avait comme projet au tout début de juste créer une structure qui réunirait des étudiants et on pourrait investir ensemble à travers une entité. Ou pas. Par exemple, ce qu'on avait fait donc, au début, c'était créer une indivision volontaire. Le but, c'était juste de signer un papier entre plusieurs personnes. On réunissait une somme d'argent qu'on mettait sur un compte titre créé spécialement par une banque. Et voilà. Mais le problème, c'était que ce type de manœuvre ne permet pas en fait d'avoir une entité distincte, une personne morale en fait définie, de façon à pouvoir vraiment, par exemple, si on veut rajouter des membres, ce genre de choses, c'est beaucoup plus compliqué avec une indivision volontaire. Donc finalement, nous avons orienté notre projet plutôt vers une entité, une LLP, une Limited Liabilities Partnership, basée au Royaume-Uni, de façon à pouvoir avoir une entité morale qui puisse accueillir donc les investisseurs, qui puissent entrer et sortir, et puis par la suite, en fait, que ça puisse servir de base. Et donc la LLP permettrait de soutenir ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de renommer cette ancienne association sous le nom d'Eurovia Capital et comment cette structure s'est émancipée de Neoma ? Oui. Alors, en fait, on a voulu un terme parapluie parce qu'on avait Neoma Capital Partners qui était une association loi 1901, d'Eurovia Capital LLP qui est l'entité qui supporte les activités du fonds et d'Eurovia Holding Ltd qui cumule l'argent qui pourrait venir du fonds, que ce soit par rapport aux frais qui pourraient être appliqués ou
ou même qui va accueillir en fait les prestations M&A. Donc Dorovia Capital, Dorovia Holding Ltd, c'est surtout pour le M&A et le FP&A pour les contrats de prestation. Donc pour réunir ces trois noms, il fallait avoir un nom commun, et donc on a choisi Dorovia Capital. Et ça, c'était aussi dans le contexte où, en effet, on voulait pouvoir proposer cette initiative à tous les étudiants, pas que à Neoma. Et le fait de garder le nom Neoma Capital Partners, en fait, ça faisait que c'était très lié à l'école. Donc, moi, je suis convaincu que des bons profils, nous en avons partout en France, pas que à Neoma. Qu'importe notre école, etc. On peut très bien trouver de très bons étudiants dans des écoles moins bien classées si on regarde les journaux, etc. Moi, j'y crois pas du tout dans ces histoires de classement. Mais voilà, on peut en trouver partout, même dans des universités, dans des IAE. Donc, je pense que c'est important de pouvoir, nous, accueillir toutes ces personnes-là. Et d'un autre côté, je pense que si on exclut certaines écoles, ça devient une sorte de discrimination à l'origine, selon l'origine académique de la personne. Et je trouve ça injuste pour un profil motivé, qui a une réelle appétence pour le domaine de la finance, qui veut vraiment travailler dedans, qui veut vraiment en donner. Et là, ce que nous, on cherche, c'est des gens qui ont faim, qui ont envie d'en donner, de travailler dans ce domaine et de performer. Et donc, moi, je pense que c'est mieux... Enfin, je me suis toujours demandé, et si moi, j'étais dans une autre école, et que c'était quelqu'un d'autre qui avait lancé ça à ma place, à Neoma, par exemple, et que moi, j'étais, disons, à Audencia, d'une certaine manière, je serais dégoûté. Je me serais dit, ah mince, j'aurais dû être dans cette école. Moi, je pense qu'on ne devrait pas se poser ce genre de questions. Il faudrait juste, sur la base d'un profil et des motivations et de facteurs humains, de décider juste à partir de ça si oui ou non cette personne peut rejoindre la structure. Parlons des gens qui ont rejoint Dorovia. Est-ce qu'il y a eu des critères de sélection dans les personnes qui étaient intéressées par ce projet ? Ou est-ce que, au contraire, il est ouvert à toute personne qui s'intéresse à la finance sans pour autant en avoir les bases ? Oui. Alors, franchement, on accepte tout le monde, qu'importe l'école ou qu'importe l'origine de la personne. Par exemple, donc notre gérant Badreddine, pour un peu le présenter, c'est un ancien de l'université Paris-Nanterre où il a fait un premier master en gestion d'actifs. Après, il a rejoint Neoma Business School pour un MSc en Big Data. Et maintenant, donc, il est en DU à Paris-Dauphine en parallèle du CFA. Donc aujourd'hui, il n'est plus à Neoma et pourtant, il est chez nous. Et on a plein d'autres personnes de d'autres écoles, ou même de d'autres pays, comme la Corée, la Pologne, etc., qui sont chez nous. Tu m'as dit que les anciens membres et les membres actuels n'avaient pas forcément d'expérience en finance. Comment concrètement on leur apporte cette expérience ? Et surtout, est-ce que tu pourrais me parler d'un ou deux étudiants qui, suite à Dorovia Capital, ont réussi à décrocher un stage dans une institution financière reconnue ? Par exemple, Thibaut Carlier-Vincent, c'était un analyste arbitrage M&A. Il avait rejoint à peu près au début de l'association et il avait été épaulé par Priyanshu Saxena qui était le Head of Transaction de la structure. Donc, ce qu'a fait Priyanshu, c'est qu'il a vraiment apporté des ressources à Thibaut. Il lui a donné des conseils, etc., par rapport à ce que lui, il a vécu, puisque Priyanshu a une expérience en finance d'entreprise. Aujourd'hui, il est par exemple en CDI chez ING à Berlin. Donc, il lui a apporté tout ça. Et ça a aidé en fait, Thibaut à pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qui est demandé lorsqu'on passe les entretiens en M&A, par exemple, puisque chez nous, nous essayons de faire en sorte que les étudiants puissent avoir une expérience concrète proche de ce qu'ils auraient en stage. Donc, Thibaut a fait des teasers, des IM, des BP. Donc, ce sont des termes qui peuvent sembler inconnus pour le grand public, mais ce sont des termes que lui, il va apprendre grâce à nous et il va apprendre à comment faire bien ses documents.
Et ce qui a permis, par exemple, pour lui de décrocher un stage chez Hotmatch, qui est une banque d'affaires basée à Paris, alors qu'il était, donc, c'était pour sa P1. Donc, honnêtement, je trouve que il est tout à fait possible qu'en rejoignant notre structure, on puisse vraiment rentrer par la suite dans des métiers extrêmement sélectifs et qui normalement ne sont pas accessibles pour quelqu'un qui, en fait, n'aurait pas eu un pied déjà dedans avant même d'avoir eu son stage, que ce soit par les connaissances qu'ils ont eues, etc. Voilà. Et après, un autre exemple que je pourrais donner, ce serait le cas de Clément Pédo, qui était donc le Head of Research et qui après donc a rejoint Natixis CIB, puis après il a rejoint Rothschild & Co en gestion de patrimoine. La structure est passée de 10 à aujourd'hui 45 personnes. Est-ce que tu peux expliquer clairement aujourd'hui comment cette structure est divisée? Oui, alors donc on a plusieurs départements. Nous avons le département Research, ce sont les analystes financiers qui gèrent la partie fonds d'investissement. On a la partie transactions, donc eux ils s'occupent à la fois du merger arbitrage, donc côté fonds d'investissement, mais aussi donc le côté M&A grâce à notre partenariat avec la boutique PME, qui permet en fait d'être réellement impliqué sur des mandats. Donc là, par exemple, on a un mandat buy-side dans le fret. Puis après, on a d'autres mandats en fait en cours, avec que ce soit dans la rénovation énergétique, etc. Ce qui permet en fait à ces personnes-là d'avoir une vraie expérience dans la fusion-acquisition. Après, on a le pôle FP&A, donc pour Financial Planning and Analysis. Donc ces derniers vont proposer à des entreprises, à des petites entreprises ou à des associations de estimer les revenus ou les dépenses de ces entreprises de façon à pouvoir les aider derrière à trouver soit un financement, soit de pouvoir mieux comprendre leurs propres finances ou avoir un point de vue extérieur par rapport à ce que eux ils avaient construit. Et derrière, on va aussi faire une étude de marché pour eux, de façon à savoir comment ils se positionnent sur le marché, au niveau de leurs coûts, au niveau de leur prix de prestation, etc. Puis après, nous avons le pôle des relations extérieures, qui gère donc l'interface entre les personnes qui investissent dans le fonds et nous, mais aussi ils vont gérer donc tout ce qui va être démarchage, prospect pour le FP&A, etc. Et enfin, on a la communication qui, va gérer les réseaux sociaux pour nous. Au sein de cette structure, on a un lien avec la boutique PME. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu l'as développé, ce lien? Et puis maintenant, comment est-ce qu'il nous permet d'obtenir des mandats pour les prestations en M&A? Ouais. Alors, tout d'abord, c'est Thibaut Carlier-Vincent qui nous a trouvé ce partenariat avec la boutique PME. Il connaissait une personne qui travaillait dans cette start-up. Parce qu'en fait, la boutique PME est avant tout une start-up qui réunit une communauté d'indépendants en M&A, puisqu'ils pensent que donc, dans le futur, il y aura ce qu'on appelle aujourd'hui une grande transmission, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont partir à la retraite et vont devoir léguer leur entreprise à d'autres personnes. Et il faudra donc des professionnels partout en France, sur le territoire, qui puissent mettre en relation ces entreprises qui veulent céder aux acquéreurs. Donc c'est ce que veut présenter aujourd'hui la boutique PME. Et nous les aidons donc sur leur mandat de cession. Donc pour cela, ou d'acquisition, puisqu'on a ça aussi. Donc pour cela, donc si un des indépendants en M&A a besoin de nous, que ce soit pour une valorisation ou pour la création des documents marketing, que ce soit le teaser, l'IM ou après pour le BP et la valo par la suite. Donc nous, on est là pour les accompagner, on fait ça pour eux. Mais après, nous sommes ouverts à d'autres partenariats, donc avec d'autres banques d'affaires. Mais ça sera à toi de voir pour développer ce genre de partenariat. Tu parles d'une LLP.
Pour moi qui viens d'entrer dans la structure et pour tous les étudiants qui entreront en école, c'est un peu du chinois. Est-ce que tu peux préciser de quoi il s'agit et qui est-ce qui a été le plus dur dans la création de cette structure? Oui, alors, donc, la LLP est donc une Limited Liabilities Partnership, est avant tout un partenariat entre plusieurs personnes. On réunit des membres, on leur fait signer un papier commun qui définit un peu les conditions liées à la structure, etc. Puis après, il y a une entité morale qui est créée autour de ça, c'est-à-dire comme en fait une entreprise classique, mais avec moins d'obligations légales et qui est moins lourde administrativement auprès du registre de commerce, donc là, britannique. Je tiens à préciser que donc, notre fonds d'investissement est à capitaux fermés, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas de l'argent de n'importe qui. C'est de l'argent qui vient d'une communauté restreinte et il faut passer tout un processus pour pouvoir rejoindre le fonds. Mais derrière, on a vraiment un point d'honneur sur la traçabilité de l'argent chez nous, en faisant signer des documents avec le montant investi, etc. Nous, on renvoie une confirmation derrière. Tout est préservé. Et après, derrière, il y avait comme objectif de faire un audit régulier des comptes de façon à garantir la pleine sécurité de l'argent chez nous. Mais cette vidéo, en tout cas, n'est en rien une communication en tout cas, on ne veut pas que les gens se sentent amenés à investir chez nous à travers cette vidéo, puisque tout ce qu'on veut là, c'est de présenter le projet, que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit quand on parle de Dorovia Capital, puisque c'est une initiative unique en France. Aucune structure étudiante académique n'a créé quelque chose qui mêle à la fois fonds d'investissement multi-assets et conseil aux entreprises. Nous sommes les premiers à faire ce genre de choses et je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier. Tu m'as parlé d'étudiants donc qui étaient dans le fonds d'investissement et qui tous les week-ends se réunissaient pour décider lors d'un comité d'investissement d'investir ou non dans des projets. Pour moi, ça sonne comme des jeunes qui se réunissent et qui jouent en bourse. Quel format vous suivez pour investir et est-ce que vous avez une stratégie déterminée? Oui. Alors, donc, nous nous réunissons chaque semaine. C'est un comité d'investissement. Alors, lors de ce comité d'investissement, il y a donc notre gérant de portefeuille, le Head of Research qui donc dirige les analystes financiers, mais aussi le Head of Transaction qui gère donc les analystes arbitrage M&A. Ce sont des analystes qui sont spécialisés dans le merger arbitrage, qui est une stratégie de hedge fund qui consiste à donc acheter une action d'une entreprise qui se fait racheter et de vendre une action de l'entreprise qui acquiert l'autre, en fait. Parce qu'on part du postulat qu'il y a, lors du moment de l'annonce de l'acquisition et le moment de la vente, il y a toujours une part d'incertitude. Et donc, il existe donc certains investisseurs ne se positionnent pas encore sur est-ce que oui ou non il faudrait acheter l'action et donc créer un gap sur cette période-là. Et si on parie que le deal va bien se passer, donc ça va être acheté. Ce qui fait que directement, ça réduit énormément les risques que l'on peut encourir. Mais de toute façon, lorsque l'on fait nos comités, nous avons nous prenons en compte plusieurs métriques que les gens connaissent dans le milieu, comme le ratio Sharpe. Donc on prend toutes ces métriques-là et on regarde est-ce que le portefeuille, comment il se situe par rapport au benchmark, donc ça veut dire au marché. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre dont on peut être fier, c'est en termes d'investissement. On a des critères ESG qu'on respecte et c'est quelque chose qui m'a attiré lorsqu'on m'a proposé d'être président de la structure. Et donc on refuse tout investissement dans les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, mais aussi les armes bien sûr et le tabac. Oui, c'est important de le faire remarquer. Donc notre portefeuille donc est un portefeuille. Si vous allez sur le site web, vous allez voir, mais donc nous avons une partie action assez considérable. On respecte un peu la répartition 60-40, c'est-à-dire 60% d'actions, 40% d'obligataires. Et après, on a quand même, alors ça fait 100%, mais on a toujours une poche de diversification avec
donc des produits dérivés, un peu de crypto-monnaie aussi, mais très peu, c'est moins de 5%. Et voilà. Mais on a une partie, comme tu as dit, le portefeuille est là pour représenter les convictions de notre génération. Donc que ce soit au niveau environnemental, mais aussi au niveau de la tech, on a quand même un peu de tech, et de la santé. Donc on essaie vraiment de représenter ces thématiques-là et à travers un portefeuille qui se veut donc avec une approche corps satellite. Ça veut dire une partie de gestion passive, ça veut dire on suit le marché, et une partie gestion active, c'est-à-dire qu'on va essayer de battre le marché à travers donc de la tactique en fait. On va voir dans quoi on pourrait investir actuellement de façon à pouvoir avoir de meilleurs rendements ou même s'adapter par rapport au contexte géopolitique notamment. Donc par exemple, la guerre en Iran, on a dû un peu adapter le portefeuille sur la partie tactique de façon à pouvoir, par exemple, éviter d'avoir des pertes, etc. Par exemple, faire bouger une partie de nos investissements en monétaire de façon à augmenter la liquidité du portefeuille. Et donc toi, Louis, quelle serait ta stratégie en tant que nouveau président? Alors j'ai axé ma stratégie pour ma présidence en 3 parties. Ouvrir, communiquer et accélérer. Ouvrir tout d'abord parce qu'il faut qu'on aille chercher des talents extérieurs à notre école, dans toutes les écoles donc, de France, les écoles de commerce en premier. Ensuite, j'aimerais communiquer, essayer de diffuser l'image de Dorovia Capital à la fois chez les étudiants en école de commerce, peut-être dans d'autres écoles aussi, mais aussi chez les alumni de Neoma et les professionnels du secteur de la finance, afin d'être reconnus, de faire grossir le fonds et de développer nos activités. Et le dernier point, c'était accélérer. Accélérer la nouvelle partie de notre structure, le Financial and Planning Analysis, en essayant d'aller chercher des mandats auprès des entreprises pour faire grossir notre chiffre d'affaires et gagner en crédit. Oui, oui, je comprends tout à fait cette stratégie. Et j'y crois vraiment côté FP&A. Parce que si on développe le FP&A, ça va permettre de pouvoir alimenter les autres départements de l'association et de permettre de faire grandir les pôles, par exemple, que ce soit la partie fonds d'investissement, mais aussi, je pense, ça va permettre de se créer un réseau, un portefeuille client, en fait, qui pourrait servir, par exemple, dans le cadre de la fusion-acquisition, puisqu'on sera connecté au tissu local des PME. Et donc, de cette manière, ça permettra, dans le temps d'une consolidation, etc., d'être sur le devant de la scène. Exactement. Je pense que les 3 pôles majeurs de notre structure sont vraiment reliés les uns entre les autres. Et c'est pour ça que j'ai envie d'accélérer le pôle FP&A, parce que les clients du FP&A d'aujourd'hui seront des clients pour le M&A de demain. Et ensuite, à la suite de ces transactions et des échanges avec nos clients, ils peuvent bien sûr on gagne en confiance auprès d'eux et ils peuvent par la suite décider d'investir dans notre fonds d'investissement. Lorsque tu as rejoint Dorovia Capital, qu'est-ce qui t'a le plus plu, qu'est-ce qui t'a fait le plus résonner? Je pense que tout d'abord, c'était l'ambition portée par Dorovia Capital, qui est quand même absolument incroyable, partir de rien, créer un fonds d'investissement, développer une partie M&A et ensuite une partie FP&A. Et ce qui m'a plu, c'est cet esprit un peu d'entrepreneuriat que j'ai aussi chez moi et que je souhaite apporter donc, chez Dorovia Capital pour continuer à développer ce projet en lequel je crois énormément. Oui, oui, je te comprends tout à fait. Vraiment, le but de créer cette plateforme qui lie à la fois les étudiants, les professionnels de la finance, mais aussi les entreprises, c'est ça le but à la fin. C'est de pouvoir avoir une sorte de plateforme qui puisse servir à tout, un carrefour en fait, ou un forum, on pourrait dire même dans les temps antiques, donc qui permettent de rassembler les personnes autour de sujets communs, etc., et qui permettent de créer une sorte de cohésion ensemble. Exactement, c'est aussi ça qui m'a plu chez Dorovia. C'est justement le fait que quand on arrive parfois dans une école qui est non target pour des métiers de la finance, eh bien, avec Dorovia, on peut encore y croire. En rejoignant la structure, on va obtenir une vraie expérience qui sera valorisable sur notre CV et lors de nos entretiens et qu'on pourra vendre après auprès des employeurs. Et c'est aussi ça qui m'a plu dans ce projet et qui, bien sûr, pour les prochains qui nous
qui nous rejoindront. Voilà, vous allez obtenir une vraie expérience chez nous et ça, vous l'aurez nulle part ailleurs, en finance du moins. Et c'est ce que vous pourrez mettre en valeur lors de vos entretiens. Comment souhaites-tu organiser le mentorat au début de l'année en septembre 2026 pour Dorovia Capital? Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est accompagner au mieux les nouveaux membres qui vont entrer dans notre association. Et pour cela, je vais contacter avec le vice-président, le directeur général Benedek, des alumni de NCP et de Dorovia pour faire un lien de parrainage, entre guillemets, avec les nouveaux entrants. Donc, ça va passer par te contacter, contacter ceux qui partent cette année et les anciens qui sont partis les années précédentes et leur proposer d'intervenir sous la forme d'une visio pendant une semaine, chaque semaine pendant un mois, pour accompagner au mieux les étudiants qui vont entrer et ne pas les lâcher dans le grand bain sans aucune expérience. Tu sors de 2 ans de mandat chez Dorovia Capital. Quelle est ta plus grande fierté? Ou si tu devais retenir un seul instant lors de cette création et puis ensuite l'animation de cette structure, qu'est-ce que tu retiens C'est une question assez compliquée. Une des choses qui m'a vraiment le plus marqué, ce sont nos événements qu'on a pu organiser au sein de notre communauté. Par exemple, on avait fait le week-end de cohésion qui a permis de réunir la plupart de nos membres, où on a pu faire par exemple un peu de patinoire, etc. Donc ce sont des moments conviviaux. C'est pas forcément si corporate que ça, mais je trouve que c'est très important d'avoir ce lien humain au sein d'une structure. Donc c'est ça que j'ai voulu aussi créer. Je veux que les gens puissent se sentir d'une certaine manière connectés aux autres, que ce soit entre étudiants, mais aussi avec les professionnels du secteur. C'est pour ça que je veux qu'on puisse... Je trouve que c'est très important d'avoir ce lien humain au sein d'une structure. Donc c'est ça que j'ai voulu aussi créer. Je veux que les gens puissent se sentir d'une certaine manière connectés aux autres, que ce soit entre étudiants, mais aussi avec les professionnels du secteur. C'est pour ça que je veux qu'on puisse... Je pense que j'ai quand même réussi à un peu instiller ça, en tout cas du côté des étudiants, que eux ils puissent un peu mieux appréhender le monde professionnel dans le monde de la finance en créant en fait du contact entre les gens qui veulent rejoindre ce métier, enfin ces corps de métier, mais aussi avec les alumni des écoles de commerce, parce que je trouve qu'aujourd'hui on n'a pas en fait réellement d'interface qui permette aux étudiants de pouvoir communiquer avec les alumni. Et là, ils ont une réelle opportunité de le faire à travers une expérience pratique, que ce soit par exemple pour le M&A, où les gens peuvent communiquer avec des professionnels et collaborer sur des missions, que ce soit sur la valorisation, sur trouver des acquéreurs potentiels, etc. Mais aussi, donc, côté analyste financier, les gens qui investissent dans le fonds, ce sont des professionnels du secteur qui connaissent qu'est-ce qu'un fonds d'investissement, etc. et qui aiment en fait l'initiative que nous avons créée. Et ils savent qu'en se connectant à nous, ils rencontrent une communauté dynamique qui cherche à toujours se dépasser, à comprendre dans le monde professionnel qu'ils vont bientôt rejoindre. Je pense que j'ai quand même réussi à un peu instiller ça, en tout cas du côté des étudiants, que eux ils puissent un peu mieux appréhender le monde professionnel dans le monde de la finance en créant en fait du contact entre les gens qui veulent rejoindre ce métier, enfin ces corps de métier, mais aussi avec les alumni des écoles de commerce, parce que je trouve qu'aujourd'hui on n'a pas en fait réellement d'interface qui permette aux étudiants de pouvoir communiquer avec les alumni. Et là, ils ont une réelle opportunité de le faire à travers une expérience pratique, que ce soit par exemple pour le M&A, où les gens peuvent communiquer avec des professionnels et collaborer sur des missions, que ce soit sur la valorisation, sur trouver des acquéreurs potentiels, etc. Mais aussi, donc, côté analyste financier, les gens qui investissent dans le fonds, ce sont des professionnels du secteur qui connaissent qu'est-ce qu'un fonds d'investissement, etc. et qui aiment en fait l'initiative que nous avons créée. Et ils savent qu'en se connectant à nous, ils rencontrent une communauté dynamique
qui cherchent à toujours se dépasser, à comprendre dans le monde professionnel qu'ils vont bientôt rejoindre. J'ai l'intime conviction que les étudiants, c'est pas une question d'école, tu vois, target ou de non-target, parce que je reviens un peu sur ce que tu as dit. En fait, je pense que tous ces critères-là, ils sont un peu faussés dans le sens où, oui, c'est un critère de sélection, ça peut l'être dans certaines entreprises quand ils ont beaucoup de candidatures. Mais en réalité, ce que va chercher surtout une entreprise, ce sont des actifs, en fait, qui vont leur apporter plus que ce qu'eux, ils dépensent. Et ils vont faire un arbitrage pour trouver le candidat qui va, en fait, plus leur apporter, en fait, qui va leur être le plus rentable possible. Donc pour ça, ils vont chercher des personnes qui sont rapidement, que dès la mise en poste, ils puissent être capables, opérationnels, voilà, de pouvoir d'être opérationnels, de pouvoir donc gérer les situations de stress, etc., que peut rencontrer une entreprise. En fait, de pouvoir vraiment plonger dans le bain et de se sentir à l'aise dès le début. Et ça, on ne peut pas l'avoir à partir juste par l'académique, en fait. Ce ne seront jamais des cours qui vont t'apprendre à gérer le stress, gérer des clients compliqués. Voilà, surtout que, ok, au début de notre carrière, ce sont surtout des rôles plutôt où on va exécuter des ordres, ça veut dire des analyses, etc. Mais si l'objectif derrière, c'est d'être cadre, par exemple, ce n'est plus du tout la même dynamique. Le but, c'est surtout de diriger une équipe et de gérer les clients, justement. Et ça ne s'apprend qu'en faisant, qu'en étant exposé à ce genre de contexte. Et donc ça, je vois les gens qui s'entraînent, voilà, à travers des plateformes pour pouvoir rentrer en CDI. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est surtout pour rentrer. Par la suite, il faut quand même comprendre dans quoi on va naviguer, bien savoir faire les travaux demandés, etc. Et puis après, de pouvoir, par exemple, que ce soit dans le M&A, c'est très important de développer la négociation, par exemple, pour la suite. Parce que ce soit pour rapporter des mandats, mais aussi pour vendre l'entreprise qu'on conseille. Ça, c'est extrêmement important, je trouve. Et après, côté analyste financier, ok, d'abord, on fait de l'analyse, mais après, quand on est gérant, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est nous qui devons prendre les décisions d'investissement. Et pour cela, donc, il y a toute la partie technique qu'on peut accumuler, mais il y a toujours un facteur humain. Sinon, l'IA serait vraiment partout, et on n'aurait plus lieu d'exister sur le marché. Mais en réalité, il y a ce facteur humain qui est crucial à prendre en compte. Et en tant que gérant de portefeuille, par exemple, on accueille des fois dans les locaux des personnes qui veulent qu'on investisse dans leur structure, par exemple des fonds d'investissement, ou sinon on participe à des roadshows où on parle avec des entreprises qui nous disent voilà, investissez chez nous. Nous, derrière, il faut pouvoir mener au mieux, donc faire des arbitrages entre peut-être cette entreprise, peut-être pas cette entreprise. Et ça ne se décide pas à travers un manuel, un bouquin. Il faut vraiment avoir déjà eu affaire à ce type de situation et savoir quels sont les écueils à éviter par la suite. Voilà. Alors, on vous attend nombreux pour les nouveaux recrutements en septembre 2026.